Gouvernement Ilunkamba, hommes, femmes, jeunes se bousculent au portillon. 65 postes pour près de 300 partis politiques regroupés en des familles politiques FCC Cash, mais aussi AFDC des Bâtis qui refusent de se noyer corps et biens. Après concertation, confection et remise des listes au Premier ministre, place maintenant à la présentation de la première mouture du gouvernement au président Tshisekedi pour le dernier tamisage avant la nomination. Alors, qui doivent faire partie de ces gouvernements? Quelle doit être la part réservée aux femmes et surtout aux jeunes? Sur base de quels critères, enfin, doivent être recrutés ces jeunes? À quelles conditions ces premiers gouvernements peut-il recevoir l'onction populaire? Ce sont là les questions que nous allons décortiquer au cours de cette émission, de ces numéros des serviteurs de la République que nous avons décidé d'intituler Ilunkamba 1 avec qui composer pour la rupture. Nous recevons aujourd'hui dans cette émission un député national. Il s'agit bien de l'honorable Bernard Kayumba. Il est président national de PANECO, Parti du Nouvel Élan du Congo. C'est un parti politique membre de AAC, qui est un regroupement politique faisant partie du FCC. Bernard Kayumba, bienvenue dans cette émission. Merci, monsieur le journaliste. Alors, la première question, lorsqu'on parle de la remise, la confection des listes, remise des listes au Premier ministre, directement, une question vient à l'esprit. La déclaration faite par le Premier ministre, laquelle est à la base de beaucoup de polémiques aujourd'hui. Le Premier ministre a dit qu'il va d'abord rencontrer Joseph Kabila, éventuellement pour lui soumettre un peu ces listes avant de voir le président Tshisekedi qui pourra nommer les membres de ces gouvernements. Pensez-vous qu'il est normal, à ce stade ici, que les premiers ministres, au lieu d'aller voir le président de la République pour lui soumettre les listes qui lui ont été données, vaillent d'abord Joseph Kabila pour concertation? Trouvez-vous ça normal? Monsieur le journaliste, je tiens à rappeler que le Premier ministre a été désigné par une famille politique. Je ne pense pas que le Premier ministre voudrait bien aller montrer au chef de l'État, honoré Joseph Kabila, les listes en provenance du cash. Seules les listes qui sont que les regroupements politiques issus du FCC seront bien entendu présentées à l'autorité morale du FCC avant que le chef de l'État ne puisse apposer sa signature. C'est tout à fait normal. Je ne sais pas pourquoi nos amis encore, peut-être de l'opposition, ou nos amis qui sont animés de mauvaise foi, qui prennent qu'une partie de la phrase pour, bien entendu, faire épandre une mauvaise publicité contre le nouveau Premier ministre. Non, mais lorsque vous dites ça, c'est quand même curieux, dans la mesure où les listes confectionnées au niveau des familles politiques, notamment au sein du FCC, ça a été préalablement soumise à Joseph Kabila. Non, comment doit-il encore rentrer à Joseph Kabila pour lui montrer ces listes? Écoutez, il a été demandé à tous les regroupements politiques de soumettre leurs listes, bien entendu, au niveau de la coordination du FCC. Donc, c'est le coordonnateur du FCC, Némi Moulania, qui, à son tour, a pris la liste et remettre au Premier ministre. Mais avant qu'il y ait une dernière signature du chef de l'État, il faut que l'autorité morale se rassure des personnes, bien entendu, qui vont devoir représenter le FCC au gouvernement. Et donc, je ne trouve pas qu'il y a un péché gravissime que nos amis sont en train d'exagérer dans leurs propos. Donc là, vous voulez carrément dire que les listes qui ont été confectionnées au niveau du FCC n'ont pas été préalablement soumises à l'appréciation de l'autorité morale du FCC? Écoutez, vous dites? Écoutez, il faut qu'il y ait une dernière touche. Il y a eu des va-et-vient. Les regroupements ont, dans un premier temps, envoyé des listes. Et puis, il y a eu il y a des gens qui n'ont pas voulu se faire maintenir sur les listes, mais il y a aussi des gens qui sont mal aimés par la population, qu'on appelle communément des caciques, mais qui se sont fait reconduire sur les listes-là. Il ne faudra pas que nous ayons un gouvernement qui aura des gens qui fâchent la population. Non, on va arriver là. Honorable, j'aimerais, parce que vous êtes président d'un parti politique, j'aimerais que ça soit
clair. C'est une question aujourd'hui qui fait polémique au sein de l'opinion. Et il y a même dans les médias périphériques l'un des caciques du FCC qui a reculé l'anonymat, qui a dit que ces listes étaient déjà soumises au président Kabila avant qu'elles ne soient présentées au Premier ministre. Mais comment encore le Premier ministre doit retourner auprès de Joseph Kabila pour lui montrer ces listes-là? Ces dossiers ne doivent même pas faire polémique. Nous n'avons qu'un seul chef de l'État dans notre pays. Et donc, vouloir s'attarder sur le fait que le Premier ministre ait dit cette phrase-là, moi je pense que c'est une perte de temps. Non, mais vous le savez très bien, la communauté internationale, l'opinion nationale le sait très bien, que nous n'avons qu'un seul chef de l'État. C'est celui-là qui engage l'État congolais. Et donc, s'il y a des gens qui pensent qu'il y a un autre chef de l'État en miniature, ça n'engage que, mais nous le savons que, moi, Bernard Kayumba, je sais que nous n'avons qu'un seul chef de l'État, qui est son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Et donc, il n'est pas question que les gens se fassent des impressions comme étant qu'il y a un autre chef de l'État, je ne sais pas, caché où. Vous le dites si bien, mais comment ça fait-il qu'à ce stade-là, l'affaire quitte au niveau des familles politiques, ça devient maintenant dans l'institutionnel, les listes sont remises au Premier ministre, et le président attend la liste, ces listes-là, mais le Premier ministre doit encore aller voir quelqu'un d'autre qui peut-être s'interpose entre le président et le Premier ministre. Ça, c'est inacceptable dans une démocratie normale. Je rappelle que le président Tshisekedi et le président Kabila sont des amis, des grands amis. Oui. Et donc, il ne faudra pas que nos amis qui n'aimeront pas qu'il y ait une cohésion dans notre nation puissent vouloir diviser les deux. Pour le cas d'espèce, le Nord Kayumba, moi, je demande à ce que la population reste calme et que nous attendions, bien entendu, le gouvernement qui nous sera publié dans les 48 heures qui suivent. Donc, que M. Kabila voie la liste, que Kayumba voie la liste, ça va changer quoi? Dès lors que le chef de l'État n'a pas encore apposé sa signature, moi je pense qu'il n'y a pas à s'inquiéter. Attendons jusqu'à ce que le Premier ministre va devoir déposer la liste définitive auprès du chef de l'État, et lorsque le chef de l'État, parce qu'il est le seul, le garant de la nation, qui va statuer sur les noms qui lui seront proposés. C'est tout. Ce n'est pas M. Kabila qui va statuer sur les noms, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Et donc, vouloir tromper l'opinion nationale et internationale qui a les propos qui ont été dites par le Premier ministre, c'est vouloir faire reculer la République sur des choses inutiles. Mais donc, pour vous, vous pensez que le Premier ministre n'a commis aucune erreur en disant d'abord qu'il va voir Joseph Kabila avant de voir Félix Tshisekedi? Écoutez, vous ne pensez pas que c'est quand même un pas de clerc dans les chefs du Premier ministre? Monsieur le journaliste, le Premier ministre est un humain comme tout le monde, capable de faire une erreur. Il n'est pas Dieu pour ne pas commettre une erreur. C'est un humain. Pourquoi on peut l'en vouloir pour avoir dit cette phrase-là? Je le répète que nous n'avons qu'un seul. Au FCC nous reconnaît un seul chef de l'État qui est Félix Antoine Tshisekedi. Et donc, il ne faudra pas que nos amis de l'opposition puissent en faire une récupération politique pour tromper l'opinion nationale. Alors, voilà, vous avez donné des précisions là-dessus, mais avant la formation, lors des tractations, lorsque les FCC, non, qu'est-ce que je dis? Lorsque les FCC cash ont terminé leur négociations, ils ont signé l'accord et remis au Premier ministre les listes de répartition des responsabilités. Tout d'un coup, il y a dans l'opinion, plus précisément au sein de la société civile, les gens qui sont montés au créneau pour demander à ce que la société civile puisse faire partie aussi de ces gouvernements. Est-ce que pensez-vous qu'à l'heure qu'il est, il est important qu'après avoir réparti les ministères, les responsabilités telles que ça a été fait par les FCC Cash, que l'on intègre encore la société civile dans ce gouvernement? Je rappelle que depuis de longues années, depuis des décennies, dans tous les gouvernements qui ont été formés, il y a toujours de la place pour la société civile. Et donc, il appartiendra à l'autorité morale du CACH, qui est le garant de la nation, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, de réserver une quote-part pour la société civile. Parce qu'on ne peut pas s'en passer de cette composante-là, voyez-vous. Ça compose beaucoup de plateformes, des églises, des associations, des ONG. Et donc, on ne peut pas s'en passer de cette plateforme. Mais ils doivent quand même montrer qu'ils sont solidaires. Parce que nous voyons, il y a
de sociétés civiles qui se prévalent envoyer quelqu'un au niveau de la CENI. Il y a d'autres qui dénient cela. Donc, ils doivent d'abord montrer entre eux-mêmes qu'ils sont dans l'unité pour qu'ils puissent être en mesure de revendiquer quoi que ce soit. Bon, alors, vous plaidez la cause de la société civile, vous voulez qu'elle intègre le gouvernement, mais il est de notoriété publique que les carottes sont déjà cuites, hein, parce que les FCC a ses 43 postes et les CACH en a 23. Ils vont maintenant mettre la société civile où? Qui doit accorder quoi à la société civile? Écoutez, n'oubliez pas que dans nos différentes plateformes, que ce soit dans le FCC et dans CACH, il y a la société civile. Et donc, cela ne voudra pas dire que non, si tel ministre a été épousé pour les comptes du FCC, pour occuper la société civile pro FCC. Bien entendu, il y a une société civile pro CACH, il y a une société civile pro FCC. Et donc, ça ne voudra pas dire qu'il faudra, ipso facto, que la personne provienne d'une société civile quelconque. Je rappelle encore une fois que le FCC regorge en son sein plus de 321 partis politiques et autant d'ONG et société civile. Donc, allez-y comprendre. Même des personnalités indépendantes bien aussi, entendu, comme Eli Kambokolo, Samano Lutu et autres. Bien entendu, allez-y comprendre que c'est aussi une possibilité que le FCC puisse désigner 1 ou 2 personnes ministrables. Et donc, que la société civile n'en veuille pas aux politiciens, mais ils seront pris en considération. Mais est-ce qu'au regard de la manière dont la boulimie du pouvoir s'est un petit peu accentuée, on a vu les partis politiques se livrer à une bataille rangée pour ne fût-ce qu'arracher un poste ministériel, pensez-vous vraiment qu'il y aura une part du gâteau aussi à réserver à la société civile dans la configuration actuelle des choses? Je rappelle encore une fois que nous avons un garant de la nation. Et je suis président d'un grand parti politique, le PANECO, parti du Nouvel Élan du Congo, et nous sommes à la quête du pouvoir. En politique, il n'y a pas de cadeaux, monsieur le journaliste. Il n'y a que des intérêts. Et dès lors que nous nous battons pour le bien-être de cette population, parce que la lutte qui est la nôtre au PANECO d'abord, c'est pour que les gouvernants puissent travailler pour le social de la population. Dès lors qu'il y a semblant de relever le niveau social, nous allons continuer à décrire cela. Voyez-vous? C'est depuis longtemps que l'honorable Kayumba a toujours demandé au gouvernement de supprimer la taxe sur la valeur ajoutée pour les denrées alimentaires importées. Est-ce impossible? Non. C'est question de volonté politique. Et donc nous voulons que la population sache qu'ils ont quand même des élus qui parlent pour leur compte. Et aujourd'hui, nous nous battons. Depuis qu'il y a eu élection, est-ce que vous avez vu un changement au niveau social? Je ne pense pas. Il faut attendre la mise en place du gouvernement. La mise en temps. Mettre en place non, écoutez, les programmes du gouvernement. Il y a un gouvernement de transition. Ce sont les hommes comme ceux-là qui viendront. Je ne pense pas qu'il y aura un miracle qui sera opéré. Mais pour l'instant, il va falloir que tout le monde puisse bien entendu s'ingérer, se sacrifier pour que le social de la population. C'est tout ce que nous voulons, monsieur le journaliste. Parce que si nous continuons à tergiverser en politique sans se rendre compte que la population a besoin de manger, la population a besoin de trouver du travail, je pense que nous allons échouer. Et pour l'instant, je conscientise l'ensemble de la classe politique pour que nous puissions penser à la population, à cette population qui manque à manger, à cette population qui n'a pas de travail. Parce que si la population n'a pas de travail dans un si grand pays comme le nôtre, c'est la faute aux politiciens qui ne veulent pas faciliter la tâche aux investisseurs qui peuvent bien entendu créer des emplois aux uns et aux autres. On pourra approfondir la question du social lorsque le gouvernement sera effectivement mis en place, mais hormis la société civile, il y a aussi cet autre cas de Modeste Bahati qui pose problème. Aujourd'hui, il y a des ailes qui se sont dessinées, Bahati et l'aile Bahati, qui est reconnue par le ministère de l'Intérieur comme étant la personne attitrée à engager sur le plan du droit les regroupements AFDC alliés, mais il y a aussi l'honorable Nene Koulou qui, elle, est avec Stim Vikai, Chimanga Bona et autres, sont restés fidèles au FCC. Est-ce qu'aujourd'hui, les cas Bahati ne doivent-ils pas interpeller l'autorité morale du FCC
le président de la République et le Premier ministre, étant donné que Bahati a même remis la liste de ses membres au Premier ministre et au président de la République? Pour moi, pas du tout, parce que en politique, lorsque vous commettez des actes ou des actions, il faut vous assumer avec toutes les conséquences possibles. Pour le cas d'espèce, notre confrère honorable sénateur Bahati, il doit subir l'exclusion ou la révocation de sa personne au sein de notre famille politique. Vous savez, il ne faudra pas que l'opinion nationale puisse confondre un regroupement politique et un parti politique. L'honorable Bahati a son parti politique dénommé AFDC. Et il y a un regroupement politique appelé AFDC-A et allié. Allié, oui. Et donc, ce regroupement politique qui peut-être a la même dénomination que son parti politique, regorge en son sein 31 partis politiques. Et donc, il appartient à la conférence de présidents de ces partis politiques de désigner un nouveau ou de déchoir l'actuel président. Dès lors qu'il y a plusieurs défections. Et la force d'un regroupement politique, je répète, ce sont les élus. Posez-vous la question, combien d'élus nationaux sont restés pro-l'honorable Bahati? Voyez-vous? Et puis, parlant du gouvernement, moi je pense que c'était aussi une perte de temps que l'honorable sénateur Bahati est allé voir le Premier ministre. L'accord qui a été signé pour la formation du gouvernement, c'est entre le FCC et le CAJ. Dès lors que vous avez été exclu de la famille politique FCC, qu'est-ce que vous allez revendiquer? Avec combien d'élus? Voyez-vous? Et donc, la loi portant au règlement politique n'est même pas encore adoptée au niveau du ministère de l'Intérieur. Et donc, c'est que le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, chargé des partis politiques, a répondu, c'était juste pour une affaire politique. Mais en soi, ne confondons pas la loi régissant les partis politiques avec celui du règlement politique. Non, mais lorsque vous dites ça dans ce pays, la question du dédoublement des partis politiques était en vogue sous Joseph Kabila, et il y a l'accord de la Saint-Sylvestre qui y avait carrément mis fin à cette pratique un petit peu immorale de dédoubler les partis politiques. Nous avons connu plus de 5 IDPS Patati Patata, IDPS Kibasa, IDPS Ilungangoy, IDPS Chibala, IDPS Peuple, IDPS Tshisekedi. Pensez-vous aujourd'hui que ces genres de pratiques doivent se perpétuer dans notre pays? Je répète que pour le cas d'espèce, nos amis ne sont pas en train de se chamailler pour... Et d'ailleurs, est-ce que le président Tshisekedi peut cautionner ce genre de pratiques aujourd'hui, les temps où tout le monde réclame changement dans ce pays? Je répète que c'est un regroupement politique et non un parti politique, parce que la population a tendance à confondre cela. Ici, nous parlons d'un regroupement politique qui n'appartient pas à l'honorable Bahati. Donc, un regroupement politique peut être dédoublé, c'est ce que vous voulez dire? Je ne le dis pas, mais j'ai dit un regroupement politique, c'est une association de plusieurs partis politiques. Et donc, qui ne vous donne pas la préséance sur d'autres présidents de partis politiques. Voyez-vous? Non, mais quand même, ce n'est pas envers... L'organe suprême dans un regroupement politique, c'est la conférence des présidents de partis politiques. Que vous soyez autorité morale, que vous soyez président du regroupement politique, mais l'organe suprême, c'est la conférence des présidents des partis politiques. Allez-y, posez-vous des questions. Si réellement la majorité des présidents de la conférence des présidents du FDCA sont avec M. Bahati, c'est ça la question. Vous vous situez à quel niveau? Parce qu'il est de notoriété publique que lorsqu'a commencé cette histoire d'exclusion de Bahati, il y avait à peine 11 députés nationaux qui étaient restés au sein du FCC. La majorité des partis politiques étaient restés avec Bahati, étaient restés fidèles à Bahati. À moins qu'il y ait eu débauchage par la suite. Il n'y a pas eu de débauchage. Les élus eux-mêmes ont préféré la bonne voie qui est celle du FCC. Voyez-vous? Je pense qu'il ne faudra pas que nous, politiciens, nous puissions faire décrédibiliser tout un règlement politique pour des intérêts égoïstes. Voyez-vous? Parce que moi, Bernard Kayumba, je n'ai pas su obtenir tel siège, et du coup, je mets en péril tous ceux-là qui m'ont cru, tous ceux-là qui ont été avec moi dans la lutte, donc ils n'auront rien du tout. C'est la mauvaise politique que nous décrions aujourd'hui. Raison pour laquelle nous, jeunes, consciencieux, leaders, nous
sommes mis ensemble pour que nous puissions revendiquer nos droits. Nous allons parler de ça. Parlons d'abord de ces Kabaati, parce que vous dites, vous avez répété à maintes reprises, la FDC n'est pas FDC, c'est un regroupement politique, il y a conférence des présidents, patati, patata, mais il est d'une autorité publique que la FDC est un parti politique sérieux, implanté à travers toute la République, et ce n'est pas en vain que tous ces autres partis politiques-là sont venus s'agglutiner autour de la FDC. C'est parce qu'ils avaient vu que c'est un parti politique qui est dirigé par un homme politique sérieux. Voilà pourquoi ils se sont approchés auprès de lui. Mais aujourd'hui, malheureusement, ils veulent sacrifier Bahati au profit de leurs appétits politiques. Monsieur le journaliste, je n'en disconvainc pas. La FDC, c'est un grand parti politique qui a su implanter dans plusieurs provinces de notre pays. Mais alors, ne confondons pas les choses. Voyez-vous, ce n'est pas la voix ou la parole de l'honorable Bahati qui doit primer sur tous les autres présidents des partis politiques. Non, mais quand même, dans une famille qui incarne. Pourquoi il y a d'abord AFDC et A. Mais d'abord AFDC. C'est une question. C'est autour de l'AFDC d'abord. C'est une question de dénomination. Oui, mais d'abord, la FDC, c'est comme le parti phare principal, c'est la FDC. Et les autres viennent s'agglutiner autour de la grande vision. Le fait de s'être mis ensemble ne fait pas prévaloir une préséance à l'autre. C'est question de dénomination, voyez-vous. Peut-être notre ami a eu à mettre beaucoup de moyens. L'article 7 du statut portant organisation et fonctionnement de ces regroupements politiques-là dit clairement que celui qui a les prérogatives d'engager la FDC, que ce soit en justice ou auprès des tiers, c'est Modeste Bahati. Ça, c'est clairement dit dans les statuts de ces regroupements politiques. Comment ça fait-il qu'aujourd'hui, il y a une députée que beaucoup ne connaissaient pas, aujourd'hui, elle est à la tête. Écoutez, cette dame-là, Néné Nkoulou, l'honorable Néné Nkoulou, elle a été désignée pour être présidente du groupe parlementaire AFDCA. Bien avant l'exclusion de l'honorable Bahati du FCC, voyez-vous, elle avait déjà la confiance de son regroupement politique. Et donc, revenir sur la chose qui a été déjà statuée au niveau de l'Assemblée nationale, c'est une perte de temps. Non, mais répondez à ma question, parce que j'ai dit que l'article 7 du statut de ces regroupements politiques dit clairement que c'est Bahati qui engage la FDC. Que ce soit en justice ou auprès des tiers. Voilà encore, ce que moi je peux appeler... Cet article n'a pas encore été modifié. Voilà encore... Il y a une dame qui veut représenter la FDC. Voilà encore ce que l'honorable Bena Kayumba peut appeler de l'escroquerie politique. Lorsque vous êtes 30 partis politiques, vous voulez prévaloir, avoir une préséance sur autant de partis politiques. Donc votre voix vaut plus que 30 partis politiques. Mais ils se sont mis d'accord. Ils ont dit que c'est ça que j'appelle l'autorité morale. C'est comme les FCC. C'est de l'autorité morale chez Joseph Kabila. Vous avez aussi, vous faites partie, votre parti fait partie de AAC. Le FCC, c'est une plateforme. Le FCC, c'est une plateforme. L'AFDC, c'est un regroupement politique. Oui, mais c'est justement, même au sein du regroupement politique dans lequel vous vous trouvez, il y a quelqu'un qui engage ces regroupements politiques. Bien entendu, nous avons un président qui est l'aîné Katendo Wandaya. Voilà. Et donc, ça ne lui donne pas le droit d'avoir une préséance sur nous qui sommes les présidents des partis politiques. Mais est-ce qu'à partir du moment où l'article qui confère les prérogatives... Chez nous, ça n'a pas été le cas. Oui, mais... Parce que lorsque nous concevions l'acte constitutif de notre regroupement politique, on a tenu compte de tout cela. Le règlement d'ordre intérieur de notre règlement politique, on a tenu compte de tout cela. Et donc, c'est pourquoi je parle de la tricherie ou de l'escroquerie politique à l'AFDCA. Si vous dites comment les vaillants présidents de partis politiques ont pu accepter l'article 7 de leur régissant le regroupement. Non, mais ça, c'est un fait, déjà. Allez-y comprendre. Donc, sûrement, il y a eu le boire et le manger pour que les uns et les autres... On ne doit pas faire ce débat-là. Nous constatons seulement un fait qui est là. Parce que c'est un débat que vous avez ouvert. Il faut que nous arrivions à éclaircir que c'est quasi anormal que nos aînés puissent concéder à un article pareil. Oui, ça peut être anormal selon... Est-ce que vous pouvez accepter que quelqu'un d'autre puisse venir donner des ordres dans votre famille? Je ne pense pas.
je concède, vous pouvez émettre un point de vue là, sur ce que vous trouvez d'irrégulier ou c'est pas moi quoi, mais le fait est là que l'article 7 donne à Bahati le pouvoir d'engager la FDC, que ce soit en justice ou auprès des tierces personnes. Mais sans que ce statut ait été révisé, donc, il y a quelqu'un d'autre, la dame, l'honorable Néné Koulou, qui, en violation de cet article, engage la FDC maintenant. Monsieur le journaliste, vous me dites que la parole de l'honorable Bahati est au-dessus de tous les 30 partis politiques. Donc, 29 partis politiques peuvent décider ainsi, et lui seul décide autrement. Et ça passe. Vous ne voulez pas reconnaître l'article 7 des statuts de ces groupements politiques? Parce que je ne m'étais pas encore imprégné du règlement de la FDCA, mais si c'est le cas, c'est quasi regrettable. Oui, mais c'est connu, ça fait débat. On est journaliste, on en parle tous les jours. C'est regrettable que nos aînés qui sont membres du règlement politique FDCA puissent avoir concédé à cela. C'est inadmissible. C'est un arrangement à l'interne, de la même manière que au sein même de la charte du FCC. Je répète que, raison pour laquelle, si c'était un arrangement à l'amiable, à l'interne, il y a eu le déboire, les boire et les manger, pour que les uns et les autres puissent, bien entendu, concéder à cela. Mais est-ce que vous trouvez normal que, avant même que l'article 7 du statut de ces regroupements politiques ne soit modifié, que quelqu'un d'autre puisse engager ces regroupements politiques? Vous trouvez ça normal? Vous cautionnez cela? Écoutez, nous sommes dans une plateforme. Le Front commun pour le Congo, c'est une plateforme qui est organisée, sérieux. Si quelqu'un voudrait se rebeller, voyez-vous, quelqu'un se rebelle, vous allez le suivre parce qu'il a quoi? Il y a des lignes, des guidelines, comme des directives que nous devons respecter scrupuleusement pour la survie de notre plateforme politique. Et donc, il n'appartiendra pas à qui que ce soit de venir se rebeller pour des intérêts égoïstes. Pour les cas d'espèce, nos amis, ayant compris que l'honorable avait des intérêts égoïstes, ils n'ont pas voulu le suivre. C'est ça la réalité. Et donc, moi, je ne pense pas qu'il y a eu désobéissance de l'équipe de l'AFDC à elle, Néné Koulou. Ils ont pris la bonne voie, celle de rester du côté FCC pour leur survie politique. Alors, honorable Bernard Kayumba, autre question, parce que là, c'est maintenant, ça appartient au président de la République et le Premier ministre qui vont peut-être statuer sur les cas Bahati, parce que il est connu que la répartition des responsabilités s'est faite sur base du poids politique du FCC qui a pris en compte le nombre de députés du regroupement AFDC et alliés. C'est sur base de ça que la répartition des responsabilités s'est basée. Monsieur le journaliste, je répète que l'accord qui a été signé, c'est entre deux plateformes politiques. C'est le FCC et le CACH. Il n'y a pas l'AFDC là, il n'y a pas Ensemble, il n'y a pas la Mouka. Voyez-vous? Donc ne confondons pas les choses. Aujourd'hui, si nous parlons de la formation du gouvernement, c'est entre deux plateformes politiques. Le FCC et le CACH. Si M. Bahati, avec son regroupement politique AFDCA, les dissidents du FCC, réclament, c'est une perte de temps. Vous verrez que leurs noms proposés ne seront pas pris en compte. Mais parce que Madame l'honorable Néné Koulou, ces listes ont été introduites et considérées par la famille politique. Je ne vois pas où. Vous avez vu la répartition. Voyez-vous, nous avons 21 regroupements politiques aujourd'hui au sein du FCC. Et donc, je ne vois pas quel regroupement politique va concéder à ce que M. Bahati ait autant de ministères au détriment des autres. C'est inconcevable, inadmissible pour nous qui sommes restés au FCC. Alors, merci beaucoup, honorable. Le Premier ministre a défini un certain nombre de critères pour ceux qui doivent faire partie de ces gouvernements, mais nous allons nous appesantir sur la jeunesse. Il a parlé des jeunes, des femmes. Est-ce qu'aujourd'hui, faut-il que les jeunes se retrouvent vraiment dans ce gouvernement et à quelle hauteur? Quel est le pourcentage que l'on peut accorder aux jeunes dans le gouvernement Ilunkamba? Merci beaucoup pour la question. Je rappelle qu'obligatoirement, la jeunesse congolaise doit se retrouver au gouvernement qui sera issu de son Excellence Sylvestre Ilunga Ilunkamba.
Pourquoi? Parce que nous sommes ceux-là qui vont, bien entendu, pérenniser la gestion de la chose publique. C'est de un. Nous avons encore une forte mémoire ou une intelligence fraîche pour, bien entendu, acquérir beaucoup d'expérience pour cette même bonne gestion-là. Vous vous souviendrez avec moi que nous avons connu le Premier ministre Abdoula. Il avait quel âge? 40 ans. Patrice Emery Lumumba, 30 ans. Et donc, ce n'est qu'aujourd'hui, en 2019, où on veut prétendre que la jeunesse est inexpérimentée. Sur base de quels critères vous allez discriminer la jeunesse? Voyez-vous? Raison pour laquelle, moi qui suis le porte-étendard de la jeunesse congolaise, j'ai pris le bâton pour diriger la délégation, revendiquer nos droits. Parce que une jeunesse qui ne revendique pas, vous serez aux oubliettes. Nous ne voulons plus d'une jeunesse qui est instrumentalisée. Nous ne voulons plus une jeunesse qui est utilisée comme marchepied, un tremplin pour les autres. Nous devons nous prendre en charge. Et nous prendre en charge, c'est nous organiser. Restons unis pour que nous revendiquions ensemble les postes au sein du gouvernement. Et le quota doit être augmenté. Voyez-vous? Il faut que nous ayons des jeunes qui pensent jeunes, pas de jeunes en âge. Voyez-vous? Parce qu'on a vu des aînés qui ont aujourd'hui 70 ans, 75 ans, qui revendiquent encore être jeunes. C'est inconcevable, voyez-vous? Quand est-ce que... Bon, mais la jeunesse passe, la jeunesse ne passe pas. La jeunesse, c'est aussi un état d'esprit, c'est pas seulement l'âge. Hein. Non, ici, on parle bien entendu de la jeunesse du point de vue de l'âge. Il faut que nous arrivions à délimiter la jeunesse en fonction d'âge, parce que nous avons vu certains de nos aînés revendiquer encore être jeunes, même s'ils ont 70 ans, 72 ans. Vous trouvez ça normal? Qu'un papa, qu'une maman qui a 65 ans, prévalent être encore jeune. Mais non! Quand est-ce que cette jeunesse-là va accéder au pouvoir? Parce que c'est nous qui avons encore une longue vie. Il y en a qui ont une durée de vie de 5 ans, de 10 ans. Vous vous accrochez encore pour que cette connaissance-là puisse disparaître. Mais non! Approchez les jeunes gens, coachez-les pour que la République aille encore de l'avant. Mais parce que vous dites, vous déclarez porte-étendard de la jeunesse aujourd'hui, c'est vrai que vous êtes ces jeunes-là qui s'est levé le premier en ce moment pour porter haut la voix de la jeunesse et demander à ce que dans ce gouvernement que l'on tienne compte des jeunes. Ça, vous l'avez fait. Et vous verrez qu'à travers notre revendication pour la participation de la jeunesse au gouvernement, vous verrez beaucoup de jeunes se retrouver. Mais alors, parlons maintenant de cette jeunesse. Parce que nous avons affaire à une jeunesse qui considère le pouvoir comme étant un filon, une occasion de mettre du beurre dans les épinards, comme on dit, améliorer sa situation financière, une jeunesse suiviste qui est toujours derrière ceux-là qui sont décriés dans l'opinion, une jeunesse instrumentalisée au service, une jeunesse qui verse dans la violence, qui est utilisée par les aînés pour assouvir leurs ambitions. Est-ce que pensez-vous que cette jeunesse, c'est une alternative crédible aujourd'hui, lorsque vous faites le diagnostic de cette jeunesse? Nous avons vu dernièrement, avant que je vous accorde la parole, les bérets rouges, on a vu de l'autre côté, les jeunes de l'UDPS qui étaient prêts à en découdre, mais il y a des tireurs de ficelles. Est-ce que c'est cette jeunesse-là que nous voulons aussi voir au pouvoir, une telle jeunesse ivre, une jeunesse sans idéal, sans vraiment une vision claire de l'État? C'est cette jeunesse-là que vous voulez voir dans le gouvernement? Pas du tout. Nous ne voulons pas une jeunesse qui se livre à la délinquance pour aller au gouvernement. Nous voulons une jeunesse responsable, une jeunesse qui a pris conscience des réalités de notre pays pour, bien entendu, travailler pour relever le niveau social de la population. C'est tout ce que nous voulons. On n'a pas besoin d'une jeunesse qui est utilisée pour exécuter certains agendas de nos aînés, pour combattre l'autre parti. Voyez-vous? Aujourd'hui, il faut que nous nous prenions en charge. Se prendre en charge, c'est être responsable des actes que nous commettons.
Et donc, il ne faudra pas que demain vous soyez indexé pour avoir exécuté un ordre mal donné par certains de nos aînés. Aujourd'hui, je demande à l'ensemble de la jeunesse congolaise d'être sérieux, de ne plus accepter d'exécuter les agendas malsains plutôt. Et donc, il est grand temps que vous puissiez vous raviser et rentrer à la raison selon laquelle va vous rendre sérieux pour que vous accédiez à la gestion de la chose publique. Ce n'est pas dans la délinquance que quelqu'un peut accéder à des hautes fonctions, parce que le cursus d'un homme est poursuivi. Voyez-vous? Pour le cas d'espèce, vous ne verrez pas demain quelqu'un comme Fils Moukoko être promu comme ministre ou premier ministre. Mais pourquoi pas? Vous voyez, son cursus d'abord. Voyez-vous? Tout ce qui fait comme délinquance là, c'est connu. Vous ne le verrez pas être nommé quelque part. C'est quelqu'un qui est instrumentalisé, Et utilisé. Du côté du FCC, vous pouvez citer aussi, même du PPRD, Du côté du FCC, il y a aussi des voyous. de part et d'autre, il y a des voyous. Raison pour laquelle l'honorable Kayumba demande à ce que la jeunesse soit conscientisée. Soyons sérieux dans tout ce que nous faisons. N'exécutons pas les agendas cachés de nos aînés. Parce que quand vous vous affichez comme ça, vous l'exécutez, l'aîné en question, il se cache avec ses enfants. C'est vous qu'on expose. Voyez-vous? Prenez conscience pour que vous ne puissiez plus vous faire manipuler. Pour vous, vous voulez dire que vous ne voulez pas voir les jeunes être conscientisés par les aînés pour s'engager, descendre dans l'arène politique, utiliser des moyens de pression, des moyens violents pour faire valoir leurs droits. Vous ne voulez pas une telle jeunesse, vous voulez une jeunesse molle qui ne mène pas des actions de terrain pouvant amener les camps adverses à reculer afin d'accéder à certains Monsieur le journaliste, il y a ce qu'on appelle une revendication pacifique de nos droits. Ça ne servira à rien, alors à rien du tout, de revendiquer le droit tout en faisant du bruit, tout en insultant les autorités établies dans le pays. Mais lorsque les camps adverses... Quelles sont les valeurs morales? Le langage de la paix. Et que l'on connaît que la méthode du camp adverse, c'est la violence. Vous ne pensez pas que cette jeunesse-là, ayant compris cela, peut utiliser le même langage afin d'accéder à ses droits? Moi, je pense qu'il faudra que le gouvernement, qui sera investi incessamment, s'occupe de ces genres de délinquants. Parce que je les appelle les délinquants. Ils dérangent la quiétude de la population. Ils dérangent la moralité de nos enfants. Nos enseignants aux écoles primaires et secondaires se battent pour une bonne probité morale de nos enfants. Il y a encore un groupuscule de jeunes gens qui veulent encore détruire ce qui a été construit. Ne démolissons pas ce qui a été construit. Non, mais honorable, nous, à travers le monde, nous voyons à travers le monde, ce sont des jeunes qui, une fois excédés, ont toujours procédé par des violences pour se faire entendre finalement si les actions pacifiques n'aboutissent pas. Ce sont les jeunes qui, à travers le monde, dans l'histoire des nations, ce sont toujours les jeunes qui ont toujours pris les devants pour accepter même la mort, accepter la mort, et pour que finalement la libération soit obtenue. Pourquoi vous condamnez ces jeunes-là qui peuvent utiliser ce genre de moyens pour sauver la vie des autres, même si eux-mêmes peuvent être tués? Je n'en disconviens pas. Je rappelle que dans toutes les nations du monde, les voyous jeunes ne manquent pas. Mais il ne faudra pas que le nombre de nos jeunes qui sont voyous, qui font le choix à prendre la voyouterie comme métier, je pense qu'on n'a pas besoin de ça dans notre pays. On a besoin d'une jeunesse consciente, d'une jeunesse qui a changé de mentalité pour faire avancer les institutions dans notre pays. Nous voulons que notre pays puisse arriver à partager les richesses de notre nation. Alors, j'aimerais que vous répondiez de manière claire à cette question. Quels sont, selon vous, parce que vous êtes les porte-étendards de cette jeunesse, celui qui est le premier à réclamer à ce que l'on prenne en compte la jeunesse dans ce gouvernement Ilunkamba. Bien entendu. Alors, sur base de quels critères voulez-vous, de quels critères objectifs voulez-vous que le Premier ministre se base pour
recruter les jeunes au sein de ces gouvernements. Je pense le président de la République. Le Premier ministre devra, le chef de l'État devra se baser sur d'abord la qualification. Il faut que nous ayons des gens qualifiés au gouvernement, des jeunes gens qui sont qualifiés. Avoir un diplôme authentiquement vérifiable à l'université. Voyez-vous? Une probité morale. Pas un jeune qui se lance dans le vandalisme. Non. Demain, vous allez représenter la République au niveau international. Il ne faudra pas qu'on puisse, bien entendu, commencer à balancer des vidéos dans lesquelles vous êtes un grand ivrogne. Ce n'est pas normal. Il faudra également que nous ayons des jeunes gens qui regorgent les valeurs et la culture de notre nation. C'est très important, surtout ceux-là qui vont se lancer pour la survie de notre État. Il ne faudra pas que les gens entrent dans le gouvernement pour s'en servir des deniers publics, mais pour créer des projets de développement dans nos milieux ruraux, urbains, et que la population se retrouve. Nous voulons que le chômage soit banni dans notre pays. C'est possible. C'est possible que les chefs de l'État puissent, bien entendu, alléger les codes d'investissement pour que nous ayons des investisseurs qui vont nous construire des usines. Des usines à Maluku, des usines à Mbankane et consorts pour la création d'emplois. C'est fort possible. Pourquoi nous continuons à importer des chaussures, des habits? C'est possible que cela soit fabriqué ici. Qu'est-ce qui nous manque? Manque de volonté. Et pourquoi nous devons nous atteler sur des choses négatives que de s'atteler, réfléchir pour la bonne marche de notre nation? C'est cela notre lutte. Si aujourd'hui, nous voulons bien reconstruire ce pays, il faut que nous arrivions à nous mettre ensemble. Pas commencer à critiquer le chef de l'État, pas commencer à l'insulter. Voyez-vous? Et donc, il est grand temps que nous prenions conscience que si nous voulons réellement faire avancer cette République, il faut que nous restions ensemble, unis dans la cohésion, et ce pays sera grand à travers le monde. Bon, j'espère que ce sont là les critères sur base desquels vous voulez que le Premier ministre se fonde pour recruter les jeunes. Mais, honorable, beaucoup de questions. Le Premier ministre a aussi parlé des gens qui n'ont jamais été condamnés par la justice, les cours et tribunaux de notre pays. Mais il n'a pas parlé ou carrément il a mis une sourdine sur les gens qui sont sous sanction de l'Union européenne et des États-Unis. Pensez-vous qu'aujourd'hui, le président Tshisekedi, qui est en bon terme avec cette communauté internationale, peut intégrer dans ses premiers gouvernements les gens qui sont sous sanction de la communauté internationale? Voilà encore un autre débat qui fâche l'ensemble ou l'opinion nationale. Donc aujourd'hui, la République démocratique du Congo peut se prévaloir, choisir un politicien de la France, des États-Unis, nous les sanctionnons. Et nous, qui sommes des Congolais, nous les applaudissons. Alors, non, il faut que nous arrivions à montrer notre maturité. Dès lors qu'il n'y a pas eu des antécédents judiciaires, sur base des allégations qui n'ont pas été prouvées au niveau de la justice, il ne faudra pas se fier à cela. Parce que nous en connaissons que nos amis d'outre-mer, lorsqu'ils vous en veulent, ils peuvent créer une histoire pour vous décrédibiliser. Et donc, il n'appartient pas à... Nous sommes un État indépendant et souverain. Il n'appartient pas à un autre État de venir sanctionner un de nos ressortissants et cette personne va se voir fragilisée sur base de ces sanctions-là. Mais non! Quand est-ce que nous verrons notre pays sanctionner quelqu'un d'autre dans leur pays? Je refuse que nous puissions cautionner cela. Ça n'engage que leur État, ils doivent s'occuper de leur État. Ici, nous sommes dans notre pays. Alors, honorable, lorsque vous dites ça, c'est quand même grave que vous affirmiez des choses comme cela. Parce que dans les relations internationales, ce qui compte le plus, c'est les rapports de force. Comment imaginez-vous un ministre qui ne peut pas se déplacer, aller en Europe et aux États-Unis et partout là? Comment doit-il travailler? Parce que ce sont ces pays-là avec qui le Congo est en partenariat. Hein? Ce sont des choses que nous devons stopper dans notre pays. Qu'est-ce qu'avait fait l'honorable Alexis Ntamomamba? Pour avoir arrêté un mercenaire américain et
l'opinion nationale et internationale doit cautionner cela parce que... C'est un faux procès, ça c'est connu de tous. C'était des affabulations. Non. Quelle est la suite de ces procès? Ce n'était pas des affabulations. Quelle est la suite? La suite est qu'il y a eu des pressions, le monsieur a eu, quelle que soit la pression, le monsieur a passé ses 60 jours au cachot au pays. Voyez-vous? Quelle que soit la pression de la grande puissance. Bravo à Alexis Tamumamba parce qu'il a montré que notre justice était indépendante, quelle que soit la pression. Voyez-vous? Et donc, moi, je ne pense pas que c'est nous qui sommes des Congolais qui fragilisons nos dirigeants. Il ne faudra pas que nous arrivions à cautionner cela. Ça n'engage que. Vous avez vu la Cour pénale internationale? Ils ont commencé à cibler les ressources américains. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à insulter même cette Cour-là. Donc, lorsqu'on vient saisir les Congolais, c'est bon. Lorsqu'on veut saisir les Américains, partout ils bombardent, c'est du n'importe quoi. C'est ce que je dis. Dans les relations internationales, c'est ce qui compte, c'est les rapports de force. Aujourd'hui, nous voyons ce qui se passe entre comment l'Iran est en train de souffrir à cause des sanctions américaines. Donc, si c'est les pays comme l'Iran, nous avons vu lorsque les États-Unis, Donald Trump est arrivé au pouvoir, il a dit, pas question, il s'est retiré de l'accord qui a été signé sous Obama avec l'Iran et a interdit à ce qu'il y ait des relations bilatérales, et des relations économiques, commerciales avec l'Iran. Et tous les pays de l'Europe ont suivi parce qu'ils savaient que s'ils continuaient à collaborer avec les sociétés qui sont sous sanctions américaines, cela aura aussi des répercussions sur leur économie. Ça veut dire que les rapports de force est tellement important dans les relations internationales. C'est cela même que nous décrions. Il ne faudra pas que le choix d'un individu ou d'un État puisse détruire toute une nation ou tout un État. Moi, je pense que nous sommes d'abord des politiques et nous devons nous entraider. S'il y a un État qui veut la disparition de notre État, il faut décrire cela. Ce n'est pas la disparition. Lorsque vous combattez qui ont été mis sous la sanction de l'Union européenne, c'était un problème des droits de l'homme. Un problème des droits de l'homme, il y avait interdiction des manifestations, les chadets et autres, interdiction des manifestations, tueries, arrestations et arbitraires, ainsi de suite. C'était quand même des causes justes, non? Il y a des choses qui sont justifiables, mais il y a plusieurs d'entre ces choses-là, ce sont des fabrications de toutes pièces. Il y a des laboratoires qui sont payés pour fabriquer des choses contre nos politiques à travers l'Afrique. Où est-ce que vous avez vu les États-Unis sanctionner quelqu'un de l'Israël? Quelqu'un de la France? Est-ce qu'il n'y a pas des actes négatifs qui sont commis là-bas? Il y en a. Est-ce qu'ils sanctionnent? Non. Pourquoi seulement en Afrique? Non, toutes les fois qu'il y a des problèmes, aujourd'hui nous les voyons à travers le monde. Vous voulez me faire voir que leur droit de veto n'est praticable qu'en Afrique? Non, mais non, c'est pas seulement en Afrique. Nous voyons la Russie aujourd'hui, les relations empoisonnées qu'il y a entre la Russie et les États-Unis. C'est pas seulement l'Afrique. Hein. La question des droits de l'homme est aujourd'hui universelle. Hein. Ils sont en train de se tirailler. La Russie ne s'est pas laissée faire. Voyez-vous? Et derrière la République... Mais la Russie est sous sanction. C'est pour dire qu'il n'y a pas seulement les pays africains. Ça a quel impact? Malgré ces sanctions-là. Oui, bien sûr, ça a de l'impact. Vous avez vu, par exemple, lorsque Donald Trump a pris les mesures sur Huawei, a demandé à ce que les entreprises chinoises, américaines, ne puissent pas collaborer avec Huawei, il a surtaxé. La Chine a aussi des difficultés économiques pour le moment. Ça veut dire que les rapports de force est déterminant dans les relations internationales. Et on ne peut pas s'en passer. Le président Tshisekedi ne peut pas accepter de subir les sanctions à cause de telle ou telle personne. À ce moment-là, en 2023, la population lui demandera des comptes. Hein. Je pense que nous sommes un État indépendant, oui, un pays souverain, où on n'a pas à recevoir des dictats venant de qui que ce soit. Et nos aînés, Lumumba, en ont payé le prix pour avoir revendiqué cela. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes des jeunes qui allons revendiquer notre indépendance jusqu'à ce que les gens nous laissent tranquilles. Si nous commençons à nous plier à toutes les sanctions, ça va continuer et vous verrez, un jour ils vont se réveiller, c'est toute la nation congolaise, tout le monde est sanctionné. Oui, mais vous parlez... Il faudra qu'il y ait des gens qui revendiquent cela. Il ne faudra pas que nous ayons une nation qui est mou, où personne ne revendique rien du tout. Non, nous devons protéger nos dirigeants, nous devons les protéger à
toute fin pour que personne ne puisse... Le dirigeant, lorsqu'il verse dans les violations des droits de l'homme, nous l'avons vu avec Chadari, il était ministre de l'Intérieur. S'il a été... Ce n'était que des allégations. Si Bochab a été sanctionné, on a vu les massacres au Kasaï. Bochab a donné l'ordre à ce que les chefs coutumiers comme Inassa soient assassinés. Et cela, ça a déclenché... Voyez encore un faux débat. Voyez encore un faux débat. Ce n'est pas le ministre Bochab qui avait donné l'ordre pour qu'on tue le chef Kamouna Sabou. Et qui avait donné l'ordre? Il a été tué par qui? C'était les éléments des forces de l'ordre. Alors lui, en tant que... C'est lui le patron de la sécurité. Les insurrections en province, lorsque un élément de la police ou de l'armée commet une gaffe, cela veut dire que le dirigeant qui a donné de l'ordre. Il y a des inciviques partout. On ne peut pas attribuer une mutinerie à un ministre comme il était. Je rappelle que ce sont encore des multinationales qui ciblaient nos dirigeants pour les fragiliser. Tout ça, c'était dans la quête de fragiliser le président Kabila, mais ils ne l'ont pas su. Mais est-ce que ne serait-il pas mieux qu'en attendant que Félix Tshisekedi puisse négocier la levée des sanctions de ces gens-là, qu'ils soient d'abord mis à côté et que l'on mette des gens qui peuvent aller partout? On a vu d'ailleurs lors de l'élection des membres du bureau du Sénat que si effectivement Bochab n'a pas été élu, c'est parce que le premier vice-président du Sénat, comme étant celui qui s'occupe de la diplomatie, les sénateurs ont dit que comme il est sous sanction, ça ne sera pas profitable qu'il soit élu parce qu'il sera bloqué dans ses mouvements. Ils ont privilégié voter quelqu'un qui n'avait pas de problème. Est-ce que ça ne peut pas être le cas pour le moment? Monsieur le journaliste, je rappelle que Bernard Kayumba est parmi ceux-là qui ont toujours prôné pour le renouvellement de la classe politique. Le PANECO, le Parti du Nouvel Élan du Congo, a toujours milité pour le renouvellement de la classe politique. Nous refusons que certains de nos aînés pensent qu'ils ont le monopole de la connaissance. Ils ont le monopole de la gestion de la chose publique. Nous voulons qu'il y ait rotation. Voyez-vous? Je suis contre ceux-là qui veulent encore entrer au gouvernement après avoir travaillé au gouvernement pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans. Vous voulez encore y revenir. Quand est-ce que vos enfants vont participer à la gestion de la chose publique? Moi, je pense qu'il appartient au garant de la nation d'en parler avec son prédécesseur, de voir clair dans tout cela. Ce n'est pas normal que nous ayons des mêmes personnes qui ont peut-être failli à la gestion de la chose publique, les reconduire serait cracher sur la population congolaise. Et donc, il y a des nouvelles têtes qui peuvent, bien entendu, exécuter les programmes que va nous publier le Premier ministre Sylvestre Ilunga Lunkamba pour que nous puissions relever les sociales de la population. J'insiste sur le relèvement. Donc, vous ne voulez pas qu'il y ait des anciens dans ce gouvernement. Vous voulez seulement que ce soit un gouvernement essentiellement composé des jeunes. Alors que lui-même a plus de 70 ans. C'est un gouvernement de... a plus de 50. C'est un gouvernement de renouveau. Ne me parlez pas des exceptions. Voyez-vous? Une règle sans exception n'est pas une règle. Donc ce sont des exceptions, c'est là. Et aujourd'hui, je répète qu'il va falloir que nous, Congolais, politiques congolais, nous acceptions que c'est un gouvernement de renouvellement de la classe politique. Alors, autre critère pour ce gouvernement, le Premier ministre, c'est vrai qu'il a parlé de l'équilibre géopolitique, mais il y a aussi des gens qui aujourd'hui sont cités comme ayant pris l'argent au FPI, ayant trempé dans tel dossier. On parle de Moïse Kanga, Kinké Moulumba, beaucoup de personnes. Est-ce que pensez-vous qu'aujourd'hui, ces gens-là, même, ils sont cités aussi par la Likoko et AFNAC et autres, vous pensez que tous ceux qui sont ne fût-ce que simplement cités comme ayant versé dans la mégestion, dans le détournement des fonds de l'État, dans la corruption et autres, ne fût-ce que cités, ne peuvent pas faire partie de ces gouvernements? Voilà encore un problème. On ne peut pas discriminer quelqu'un, écarter quelqu'un sur base de simples allégations. J'aurais voulu que le DG du FPI, M. Patrice Kitebi, de nous tenir une conférence de presse, de nous faire un rapport pour que l'opinion nationale sache que tel politicien doit autant au FPI. Tout ce qu'il y a eu comme rumeur, ça a été refusé par nos amis du FPI.
Donc jusqu'au jour d'aujourd'hui, depuis que les rumeurs ont commencé, ce ne sont que des allégations Mais FPI, non prouvables. que ce sont des gens que l'élu ne se mange pas, dit-on. Hein? Non, moi je pense que le FPI a l'obligation de clarifier à l'opinion nationale toutes ces allégations-là, parce que ça décrédibilise les personnes qui sont citées. Il ne faudra pas que ces personnes se voient écartées sur base de ces allégations-là. Je refuse cela. Mais il va falloir que dans un délai bref, que nos amis du FPI puissent quand même éclairer à l'opinion nationale que, voilà, après recoupement, après investigation, voilà les encours, les dettes qu'a tel individu. C'est important. Alors, Que de se fier sur base de tracts. J'appelle ça tract parce que ça n'a pas été authentifié par... Est-ce que ce n'est pas la justice à la justice de se saisir de ces dossiers au lieu que les ONG là puissent encore faire le travail de la justice, hein? Pourquoi le FPI ne saisit pas la justice? C'est cela la question. Mettons la pression aux dirigeants du FPI pour, si réellement il y a des dettes qui sont vérifiables et prouvables, qu'ils saisissent la justice. C'est important. Que de vouloir, même des ONG financées par des grandes puissances, pour décrédibiliser nos ressortissants parce qu'ils travaillent pour la République. Honorable, aujourd'hui, au sein de l'opinion, il y a un certain nombre de gens que les Congolais ne veulent pas voir faire partie de ces gouvernements. Je peux citer Évariste Bochab, Henri Mova, Steve Mbikai, Kinke Mulumba, Chadari, Minaku, tous ces gens-là, que ce soit dans les réseaux sociaux et dans les médias ici, les gens ne cessent que de demander à Félix Tshisekedi, au Premier ministre Ilunkamba, de ne plus intégrer ces gens-là dans l'opinion et dans le gouvernement. Est-ce que la politique se fait, la finalité de la politique, c'est le bien-être social? Et pensez-vous qu'il est normal que ces gens-là, que la population ne veut pas voir, puissent se retrouver encore dans ce gouvernement? Est-ce que c'est normal? On peut faire la politique par défi contre la volonté de la population? Sur base de quel sondage vous balancez? Je parle bien des réseaux sociaux, je parle bien des médias ici. Vous comprenez que vous ne pouvez pas, discréditer l'avenir de nos aînés sur base des allégations. Je venais de le dire. Ce ne sont que des affibulations inutiles. Donc moi je pense que... le peuple ne peut pas dire on ne veut pas de telles personnes et les autorités ne peuvent pas suivre la voie du peuple. Lorsque un individu dit que je ne veux pas de telles, cela veut dire peuple? Non, mais je parle aujourd'hui dans les réseaux sociaux. Moi le contraire. Non, mais attendez. Parce qu'une seule personne peut balancer un communiqué que la population ne veut pas de tel. Ça ne veut pas dire que derrière cette personne, c'est des milliers de personnes. Non, ça peut provenir d'un laboratoire, voyez-vous. Il ne faudra pas que nos aînés se voient écartés tout simplement parce qu'il y a un laboratoire qui fonctionne au détriment de tout ce monde-là. C'est pourquoi l'honorable Kayumba est là pour éclairer tout le monde. Soyons vigilants pour que nous restions unis et travailler pour la bonne cause de la population. Alors, honorable, la question de la femme aujourd'hui. Le Premier ministre a parlé aussi de la femme. Il faut qu'il y ait des femmes cette fois-ci. Mais il est de notoriété publique que dans beaucoup de partis politiques, il n'y a pas assez de femmes. Est-ce que doit-on, coûte que coûte, avoir des femmes, chercher des femmes pour les intégrer dans les gouvernements, même si elles sont à rechercher dans des familles, dans des partis politiques? Je répète que pour que l'autorité morale du FCC ou le chef de l'État puisse respecter le quota du genre ou des femmes, cela ne veut pas dire que obligatoirement ces femmes-là doivent provenir des partis politiques. D'ailleurs, beaucoup de politiciens n'aiment pas que leurs femmes aillent en politique, vous le savez bien. Pour des raisons que vous connaissez. Donc, il ne faudra pas que nous arrivions à écarter nos mamans qui sont qualifiées,
qui sont talentueuses pour participer à la gestion de la chose publique, tout simplement parce qu'elles ne font pas partie des partis politiques. Donc, il appartient maintenant aux garants de la nation de dénicher toutes ces réserves qui puissent, bien entendu, balancer au niveau du gouvernement, au niveau de la mandature, et ainsi de suite. Alors, nous tendons presque à la fin de cette émission. Honorable Bernard Kayumba, quel est votre mot de la fin? C'est vrai que vous plaidez aujourd'hui la cause des jeunes. Qu'est-ce que vous pouvez dire en guise de conclusion? En guise de conclusion, je demande l'unité du peuple congolais, le savoir-vivre collectif. Il faudra que l'homme congolais arrive à intérioriser le savoir-vivre collectif. Ne cherchons pas à travailler d'une manière dispersée. Ne créons pas la division au sein de nos familles politiques. Restons unis, tous, derrière les actions du chef de l'État qui est le garant de la nation, pour que nous puissions relever le niveau social de la population, pour que les revendications de la jeunesse congolaise soient prises en compte, parce que nous sommes l'avenir d'aujourd'hui et non de demain. Dès aujourd'hui, nous sommes l'avenir. C'est nous qui devons pérenniser la gestion de la chose publique. Nous refusons la politique de séparation ou d'écartement de la jeunesse dans la gestion de la chose publique. Nous voulons que la jeunesse congolaise soit prise en compte au niveau du gouvernement, au niveau de la mandature, au niveau de la territoriale. Parce que nous avons encore beaucoup d'années à vivre pour, bien entendu, pérenniser la gestion de la chose publique. C'est important que nous puissions, bien entendu, rester unis pour que la République démocratique du Congo crée des emplois à des chômeurs, crée des emplois à nos mamans qui souffrent et donne du travail à nos parents pour scolariser nos petits frères et petites sœurs. Merci beaucoup. Ça a été un grand plaisir de vous recevoir, l'honorable Bernard Kayumba dans cette émission Les Serviteurs de la République. Vous suivez la rediffusion, c'est jeudi à 14h sur Amen TV, mais aussi sur Kankoum TV, sur notre chaîne YouTube. Merci et bonne suite des programmes sur la télé autrement. Merci.